Bonjour à tous, bienvenue dans Tout un monde, votre rendez-vous hebdomadaire avec les acteurs de l'actualité. On va parler de Manuel Valls en Arabie Saoudite, de la couverture du conflit israélo-palestinien par la presse étrangère et de Barack Obama qui envoie des soldats au Cameroun. Mais avant cela, voici comme toujours, en quelques secondes, le bilan de 7 jours d'actualité. Le président américain a annoncé une pause dans le rapatriement des 10 000 soldats américains encore présents sur le terrain en Afghanistan. Une candidate à la mairie de Cologne en Allemagne a été poignardée sur un marché où elle faisait campagne, un acte aux motivations racistes liées à la politique d'accueil des réfugiés. L'enquête internationale menée par les Pays-Bas a conclu que le vol MH17 avait été abattu par un missile sol-air de type BUK tiré par une zone de l'Est de l'Ukraine contrôlée par des rebelles pro-russes, une version contestée par Moscou. L'UE lève ses sanctions contre l'Iran en vertu de l'accord nucléaire conclu en juillet, mais cette mesure entrera en vigueur au plus tôt fin décembre et seulement si Téhéran réduit réellement son programme nucléaire. Le Parlement iranien de son côté a validé l'accord. Daniel Chek, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est l'ambassadeur d'Israël en France avec nous presque chaque semaine. David Gombin, bonjour. Merci d'être avec nous cette semaine. Vous êtes journaliste dans l'édition de Tout un monde. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, dans le débat, donc on va parler de l'Arabie Saoudite et des liens avec la France. Il y a eu une visite un peu historique, même on pourrait dire, du Premier ministre Manuel Valls en Arabie Saoudite. Oui, donc Manuel Valls s'est rendu la semaine dernière en Arabie Saoudite. Il y a signé énormément de contrats pour un total de 10 milliards d'euros dans tous les... C'était une visite très commerciale. C'était très commercial. Manuel Valls en VP. 10 milliards d'euros dans tous les domaines, l'agriculture, l'industrie, également dans l'armement. Donc évidemment, c'est une visite qui a été un petit peu décriée à Paris parce qu'on sait que l'Arabie Saoudite n'est pas forcément la championne des droits de l'homme. Ouais. Voilà. Alors justement, je vais rebondir tout de suite là-dessus. On comprend que Manuel Valls, le but, c'était d'aller chercher du travail pour les Français en pleine crise économique. Mais je vais vous lire ce qu'a écrit un éditorialiste du journal L'Union, qui est un journal local dans la région de Reims. Pendant ce temps, là, l'Arabie Saoudite bombarde le Yémen, tue des civils et détruit une partie de Sanaa, la capitale dont les édifices font partie du patrimoine mondial, tout autant que les temples de Palmyre. La morale est décidément bien à géométrie variable. Sous-entendu, l'Arabie Saoudite, on pardonne parce qu'il y a de l'argent. Je ne veux pas sonner trop angélique, mais il faut quand même une grande dose de naïveté pour penser qu'on ne fait du commerce qu'avec des gens très gentils et très moraux. Pas tout le monde peut faire du commerce qu'avec la Scandinavie et quelques pays sympathiques dans d'autres régions du monde. Ce sont les réalités de la vie et je suppose que le gouvernement de Manuel Valls savait fort bien que cette visite et ces contrats seraient contestés par certains. Il a dit qu'est-ce qu'il y a d'indécent de chercher du travail pour les Français? Oui, bien justement, c'est la priorité numéro 1 pour le gouvernement actuellement en France, c'est l'emploi. C'est le redressement économique et donc on arrondit un peu les angles sur d'autres sujets. Ce n'est peut-être pas très beau, mais franchement, en vouloir que à la France dans ce domaine, c'est vraiment un peu ironique. Alors, les Saoudiens interdisent aux ressortissants, de se rendre en Syrie. Et l'Arabie Saoudite, puisqu'on parle de la Syrie, a perdu vraiment son rôle prédominant dans la région au profit de la Russie, puisque l'Arabie Saoudite ne veut pas entendre parler d'Assad, et la Russie a réussi à le maintenir au pouvoir. Est-ce que l'Arabie Saoudite perd de son influence au Moyen-Orient? À cela, on peut d'ailleurs rajouter l'accord sur le nucléaire iranien. Oui, alors d'abord c'est un pays très complexe, avec des intérêts très complexes dans la région et une situation difficile, parce que vous avez raison, il y a l'entrée de la Russie, mais il y a aussi une grande crispation entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis, alliés traditionnels de cette région du Golfe, autour du nucléaire iranien, autour de l'accord. L'Arabie Saoudite, je vous rappelle, était l'opposant, je ne dirais pas numéro 1, numéro 2 après Israël, mais très fortement des pays arabes, opposé. Ce qui d'ailleurs est peut-être encore une carte pour Manuel Valls à jouer. Le champ semble être plus libre aujourd'hui, les États-Unis en retrait, la Russie évidemment pas une option pour l'Arabie Saoudite, pourquoi pas un rôle pour la France?
David, vous voulez réagir? Oui, l'Arabie Saoudite, il faut voir aussi le contexte de l'Arabie Saoudite. Les baisses du prix du pétrole ces derniers mois ont extrêmement déstabilisé l'économie saoudienne. Et c'est vrai que la France arrive à un moment, et Valls arrive en Arabie Saoudite pour justement peut-être combler ce vide à la fois économique et politique avec, vous l'avez mentionné, les États-Unis qui sont... Donc un jeu gagnant-gagnant finalement pour les deux pays. Il y a d'ailleurs beaucoup de points d'interrogation autour du régime en Arabie Saoudite aujourd'hui, même une contestation interne, ce qui est fort inhabituel pour un pays comme l'Arabie Saoudite. Le roi Salman, qui est maintenant au pouvoir depuis 18 mois, un an et demi à peu près, pas tout le monde voit clair quels sont exactement ses objectifs, les lignes directrices de sa... C'est trop tôt encore. Et c'est trop tôt, mais l'actualité va vite et la région change vite. Mais c'est vrai qu'il y a effectivement des distensions internes au sein du gouvernement saoudien. Il y a ceux partisans de la ligne forte qui voudraient carrément une intervention en Syrie, et puis il y en a d'autres qui seraient plutôt favorables à justement une alliance ou pourquoi pas en tout cas des accords avec la Russie. Alors, je voudrais qu'on aborde deux points. Tout d'abord, le fait que vous avez dit l'Arabie Saoudite était l'opposant numéro 2 à l'Iran dans la région. Vous citiez évidemment Israël. On a appris cette semaine que plusieurs États du Golfe pourraient acquérir le système de défense aérien Dôme de fer, le système antimissile. Est-ce qu'il y a là une opportunité? On pose souvent la question d'un rapprochement entre Israël et les pays sunnites, notamment l'Arabie Saoudite. Ce n'est pas la première fois que j'en parle sur votre plateau, Julien. Je pense que cette opportunité elle existe pour maintes raisons. L'Iran en est une. Les organisations islamistes, c'est un peu plus compliqué, mais là aussi il y a un certain terrain d'entente. Avec l'Arabie Saoudite, avec d'autres pays du Golfe, je pense que Israël aurait dû jouer un rôle, mais évidemment il y a pour les Saoudiens comme pour tous les autres pays arabes cet obstacle de la question palestinienne. Si elle n'est pas résolue, si elle n'est pas sortie de cette équation, ils ne peuvent pas toucher à Israël. Merci beaucoup Daniel Sheikh, merci beaucoup David Dongomba de ces explications. Les violences en Israël, en Cisjordanie et à la frontière avec la bande de Gaza se poursuivent. Les médias internationaux sont ici par dizaines et la polémique enfle quant à l'objectivité de la couverture de ce conflit par les médias internationaux. Avec nous pour en parler, Lise Doucet de la BBC. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci, c'est un plaisir d'être avec vous. Alors, est-ce que vous pouvez comparer ce que vous voyez ici et ce que vous avez vu en Syrie ? Les guerres sont très différentes et vous le savez mieux que moi. Cela fait 20 ans que je viens à Jérusalem. J'ai habité à Jérusalem pendant 5 ans et c'était juste après les accords de paix d'Oslo, à une période où il y avait bien plus d'espoir que ces deux peuples, les Israéliens et les Palestiniens, puissent vivre les uns aux côtés des autres et que cela finalement débouche sur un processus de paix et sur la paix. Et regardez à la situation actuelle, plus de 20 ans après, on ne s'est pas rapproché de la paix et même pas d'un processus de paix. C'est très triste de devoir revenir et de devoir continuer à rendre compte des violences ininterrompues, des revendications et contre-revendications. Et maintenant, vous voyez la jeune génération d'Israéliens et de Palestiniens qui veulent juste une vie normale. Ils veulent poursuivre leurs études comme n'importe quel autre jeune dans le monde. Donc la situation ici est très ralentie. C'est un processus international dans lequel les leaders du monde entier se sont engagés depuis très longtemps et avec lequel les Israéliens et Palestiniens, car au final, ces deux qu'on parle, ont eu du mal à gérer. La Syrie, c'est une guerre nouvelle, une guerre extrêmement destructrice et on ne souhaiterait à aucun pays de connaître une telle guerre car la Syrie est maintenant complètement déchirée et heureusement ici, on n'en est pas là, mais les tensions sont vraiment palpables ici. Alors, je le disais, il y a une polémique. Que pensez-vous de la couverture du conflit par les médias internationaux, par vos collègues finalement ? Eh bien, les médias du monde entier ont toujours couvert ce conflit. Moi, j'étais ici dans les années 1990 et c'était le sujet principal et ça faisait les gros titres et malheureusement, pour des mauvaises raisons. Après ça, il y a eu la seconde intifada avec une vague d'attentats suicides, l'assassinat de Rabin. Il y a eu tant d'événements qui se sont succédés sans relâche. Il y a eu des heureux événements aussi que j'ai eu le plaisir de couvrir ici, que ce soit à la fois du côté israélien et du côté palestinien et qui ont rapproché ces peuples.
peuple. L'intérêt des médias internationaux s'est un peu éloigné d'Israël lors de ce que l'on a appelé le printemps arabe, où que l'attention internationale s'est portée sur la guerre en Irak ou en Syrie. Mais comme il a souvent été dit, cela reste le conflit fondamental, le problème au cœur du Moyen-Orient. Donc malheureusement, les journalistes reviendront encore couvrir sans cesse ce conflit ouvert. Compte tenu du faible nombre de tués ici par rapport à d'autres conflits, est-ce que vous ne pensez pas que les médias internationaux exagèrent avec leur couverture du conflit ? Ce n'est jamais uniquement une question de chiffres. Les gens savent que les chiffres, l'arithmétique ne montrent pas tout. La réalité est bien plus complexe. Je ne tenterai pas de comparer ce qui se passe en Syrie avec ce qui se passe ici. La situation est bien plus complexe avec une histoire bien différente et deux réalités très différentes. Ce qui est important, c'est le fait que ça continue depuis bien trop longtemps dans l'esprit de beaucoup et ça serait bien plus agréable de venir ici pour dire que tout est fini et qu'à la fois les Israéliens et les Palestiniens peuvent passer à autre chose. Lise Doucet, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et je vous le disais en ouverture de l'émission, Barack Obama a décidé d'envoyer 300 soldats américains au Cameroun. Alors, pour comprendre cette décision, nous sommes rejoints par le professeur de géopolitique Samuel Ngouembok. Bonjour, merci d'être avec nous. Oui, bonjour. Alors, pourquoi Barack Obama a-t-il pris cette décision? Oui, l'envoi d'un contingent américain au Cameroun est le résultat de plusieurs mois de négociations entre le Cameroun et les États-Unis. Il faut rappeler que en décembre 2014, c'est d'abord le général Rodriguez, le commandant Afrique de la force américaine, qui rencontre le président de la République pour affirmer le soutien opérationnel que les États-Unis s'engageaient à apporter au Cameroun dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, mais aussi dans la surveillance maritime. Et ensuite, il y a eu la visite du général Bolduc, qui est le commandant du commandement spécial des opérations Afrique aux États-Unis, qui reçoit l'autorisation, enfin l'acceptation de son passage au Cameroun par le président de la République, qui rassure le président de la République du soutien que les Américains vont apporter au Cameroun dans le cadre justement de la guerre contre le terrorisme. Mais est-ce que ces 300 soldats américains suffiront? Effectivement, ça ne suffira peut-être pas, mais c'est déjà un appui considérable, d'autant plus que les Américains se donnent pour principale mission d'apporter une aide dans un domaine qui était jusque-là peu fourni par les États de la région, notamment le Cameroun, le Tchad, le Niger, le Nigeria, en matière de renseignement et de recherche d'informations. Il faut aussi rappeler que Boko Haram a changé de tactique. Sa stratégie aujourd'hui n'est plus une stratégie conventionnelle. À partir de 2012, on a vu que Boko Haram avait acquis une capacité de nuisance militaire formidable, capable de rivaliser avec les armées de la région. Aujourd'hui, face à la mobilisation régionale, Boko Haram se voit complètement encerclé et son dispositif militaire ne lui permet pas de faire face à cette mobilisation régionale. Vous parlez de Boko Haram, mais le sujet ne fait presque plus la une des grands titres internationaux. On parle plus de Daesh aujourd'hui. Pourquoi ? Oui, on parle plus de l'État islamique parce que déjà Boko Haram a fait allégeance à l'État islamique et aujourd'hui se permet de ne plus être appelé par ce vocable Boko Haram, mais plutôt par l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Et comme l'État islamique est un sujet de préoccupation majeure sur la scène internationale, forcément, Boko Haram attire l'attention de la presse internationale et de la communauté internationale plus généralement. Donc, le fait de changer de vocable attire aussi l'attention, puisqu'on observe sur la scène internationale une diplomatie de relégation. Il y a une forte concentration des dispositifs internationaux sur la guerre contre l'État islamique au Moyen-Orient, en oubliant les poches de tension que regorge l'Afrique en matière de lutte contre le terrorisme. Et donc le fait aussi de s'approprier la lutte menée par l'État islamique est une façon pour les groupes armés terroristes sur le continent d'attirer cette attention et de voir que ces groupes armés terroristes existent. C'est aussi une campagne de médiatisation, d'une certaine manière, que font les combattants de Boko Haram. Et par ricochet, il y a cette mobilisation qui s'observe. Et sans une forte médiatisation, la participation et l'implication de la communauté internationale seraient restées relativement faibles.
Une dernière question. Il y a eu, depuis le mois de juillet, une quinzaine d'attentats au Cameroun. Quelle est la situation sur place? Oui, sur le plan national, il y a un renforcement du dispositif militaire. Avant la multiplication de ces attentats, il faut rappeler que en été 2014, le gouvernement camerounais a procédé à une réorganisation de son dispositif militaire. Une 4e région militaire interarmée a été créée au nord du Cameroun pour renforcer les dispositifs aux frontières. Et depuis que Boko Haram a changé la nature de sa menace, le gouvernement a mis en place de nouvelles réformes, plus de vigilance dans les services, dans les lieux de fréquentation publique, un durcissement de la législation en matière de lutte contre le terrorisme, une restriction de liberté, puisque Boko Haram bénéficie parfois des largesses de la démocratie et de la liberté d'expression et de mobilisation pour perpétrer des attentats dans des lieux de fréquentation publique. Donc sur ce plan, il y a une forte mobilisation nationale, mais celle-ci se heurte malheureusement à un système de défense qui est resté longtemps cloisonné entre les différents services, que ce soit de renseignement ou des armées, entre les armées et les forces armées spéciales. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et c'était Le Monde de cette semaine tel que nous l'avons vu. Rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.